Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Joliba TV News, bienvenue dans votre émission Fait marquant. Fait marquant est une émission qui retrace l'histoire dans son ensemble sur les faits notables, saillants, singuliers et éblouissants de la société. Bref, Fait marquant questionne l'histoire. Dans ce programme, la parole est donnée à des personnes qui ont été marquées par un événement et Fait marquant évoque des sujets d'intérêt public dans un espace d'échange et de compréhension. Pour cette occasion, en tout cas pour ce numéro, nous recevons monsieur Cheikh El Mokhtar Koné. Il est gestionnaire consultant, il est témoin et acteur de Mars 91. Nous revenons sur la deuxième partie de Mars 91. La première partie a été déjà réalisée. Aujourd'hui, nous revenons pour parler de Badala Bougou. Nous sommes à Bamako. Alors, l'invité est déjà là. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole sur ces faits marquants. Alors, c'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir aujourd'hui. Nous parlons d'une date très importante dans l'histoire du Mali. Il s'agit du 22 mars 91. Alors, qu'est-ce qui incarne cette date pour vous? Qu'est-ce que cela incarne pour vous? Avant tout propos, cher ami Fabrice, avec votre permission, je souhaite qu'on se lève pour observer 1 minute de silence en la mémoire des disparus de mars 91, révolution de mars 91, et d'une manière générale à tous ceux qui sont tombés pour le drapeau vert, jaune, rouge. Je vous remercie, cher ami. Merci beaucoup. Mamadou Fofana, Souleymane Berté, Mohamed Koïta, Nouhou Konaté, Sira Koulibaly. Ce sont des victimes parmi des centaines d'autres. Tous ont perdu la vie le vendredi 22 mars 1991. Ce vendredi-là, le peuple malien réécrivait son histoire. Des milliers d'hommes et de femmes, toutes professions confondues, mais majoritairement des enseignants, des ouvriers et des étudiants, manifestaient leur ras-le-bol au pouvoir en place. Cette journée fut l'une des plus meurtrières de l'histoire du Mali. Cette insurrection populaire a balayé le régime du général Moussa Traoré. Ce jour-là, sous le régime dictatorial de l'UDPM, la révolution populaire réclamant le départ du général Moussa Traoré atteignait son paroxysme. Il réclamait la fin de la concentration des pouvoirs et l'instauration du multipartisme dans un système démocratique. Lors de la répression de cette manifestation populaire, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des manifestants. Ces balles assassines attribuées au régime d'alors ont ôté la vie à environ 200 citoyens maliens. Plusieurs chiffres sont donnés, mais jamais il ne sera su le nombre exact des martyrs de ce massacre odieux. Telle une avalanche, les conséquences de cette révolution tenue du 22 au 24 mars 1991 croulaient sur le régime dictatorial en place. Le 26 mars de la même année, un coup d'État réussi par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse le pouvoir en place, promettant l'avènement d'une nouvelle ère de liberté. Qu'est-ce que cela incarne pour vous, le 22 mars 91? Les jeunes de maintenant, universitaires et pour certains mariés avec enfants, qui n'ont pas connu cette période ou qui n'ont pas connu la période avant le pluralisme politique, ne savent pas que c'est par le don de soi, ne savent pas que c'est par le sang versé que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette démocratie. Donc la démocratie a été chèrement acquise en République du Mali. Les jeunes ont du mal à savoir que ceux qui sont là aujourd'hui, qu'avant 91, il n'y avait qu'une seule télé. RTM, c'était même pas RTM. Une seule radio, la RTM. Quasiment un seul journal, l'Essor. Ensuite, vers 90, les Échos, je crois deux autres organes de presse, pas plus, sont venus. Presse écrite. Presse écrite. Donc, tout était interdit. Donc, pour qu'on puisse parler de démocratie, il a fallu que certains se sacrifient pour ça. Et si le 26 mars, que certains appellent en Bambara Kelebindou, c'est-à-dire la finale, c'est-à-dire le jour J de l'avènement de la démocratie au Mali, il a fallu d'abord la demi-finale.
Et pour moi, le 22 mars incarne cette demi-finale-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 22 mars? Surtout dans le contexte où nous voulons parler, nous sommes à Badalabougou. D'accord. 22 mars à Badalabougou. Ok. Le 22 mars vient en aval d'autres événements. C'est-à-dire que depuis fin 90, il y a eu d'abord le sommet de la Baule en France, où le président François Mitterrand avait expliqué aux chefs d'État africains que dorénavant l'aide de la France serait tiède en faveur des régimes qui ne se prêteront pas au jeu de la démocratie. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Donc le bloc Est-Ouest n'existait plus. Bref, ce sont ces événements géopolitiques internationaux qui ont commencé à impacter nos pays. Il n'y a pas eu que le Mali. Il y a eu évidemment le Mali, il y a eu le Tchad où Hissène Habré a perdu le pouvoir. Mobutu a essayé de faire l'ouverture démocratique. Et ça, ce qui s'est passé, c'est passé. Au Gabon, au Bénin, où Mathieu Kéroukou aussi a perdu le pouvoir. Donc ce sont ces soubresauts-là qui sont arrivés là. Donc les gens ont tenté de créer d'autres partis politiques. Mais ces partis politiques étaient dans la clandestinité. Je sais qu'en 90, j'étais au lycée assez jeune, mais assez conscient pour me rendre compte que Maître Moutaratal, avait organisé une marche. Ce n'était pas évident, ça a été réprimé. En ce moment, il y avait eu ce qu'on appelle ADEMA Association, dont d'ailleurs j'étais membre de la jeunesse. Ils aussi ont fait une marche le 30 décembre 90 à laquelle j'ai participé. Et cette marche a exigé qu'il y ait le pluralisme politique. Bref, à partir de janvier 91, l'AIM venait d'exister. L'AIM est parti à l'avant-garde de ce combat pour le changement en République du Mali. Donc, à partir de mars, il y avait des mouvements insurrectionnels un peu partout. Nous, notre maison à Badalabougou, c'était le même aliment que le lycée de Badala, qui était un foyer de tension permanent. Et cette même rue abritait aussi le 4e arrondissement de police. Donc parfois, les jeunes sortaient pour aller défier la police. Et tout cela se passait autour de moi. Donc c'était comme si nous étions assis sur un volcan. Par finir, les jeunes ont commencé à poser des barricades et à observer des grèves. À Badalabougou. À Badalabougou. La police est venue à tirer sur les jeunes, jusque dans notre rue. Et j'ai vu certains trépasser quasiment parce que je ne sais pas s'ils étaient tombés dans le coma ou qu'est-ce qui s'est passé. On les a transportés la semaine de 22 mars. On les a transportés au PMI de Badalabougou. Mais pour revenir au jour J du 22 mars, il est important de signaler quand même un événement marquant. Ce sont les femmes qui sont sorties pour dire « Oh là, ça suffit ». Régime de Moussa, on n'en veut plus. Ils sont en train de tuer tous nos enfants. Si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc au premier rapport, c'était les jeunes qui étaient sortis. Oui. Mais comme on tirait sur eux, les femmes ont pris la relève. Exactement. J'aimerais que l'histoire retienne cela. À Badalabougou, Séman, où j'habite, c'est chez moi que ces femmes se sont regroupées pour pouvoir aller marcher sur l'ORTM. Chez vous ou à la maison? À la maison, chez moi, dans la famille connue. Parce que j'ai 2 mamans. Traditionnellement, en Afrique, ça s'explique. Oui. Évidemment, ma mère biologique, Awa Sissé, et ma mère adoptive, Bintou Touré. Toutes ces 2 dames étaient des teinturières de renom à cette période-là. Donc, notre maison ne désemplissait jamais. Il y avait tout le temps des gens venus de Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, pour passer commande, sans compter les Maliens qui étaient là. Donc, notre maison était comme un lieu de regroupement naturel, presque un marché, ou un hall de gare. Donc, je me rappelle de mes tantis qui sont venus. Il y a, pour l'histoire, Tanti Falisso, qui est la maman de Aïché Baba, qui est animatrice à l'ORTM et qui était hôtesse de l'air à Air Mali. Elle est venue.
Il y avait Tantia Misso, paix à son âme, dont la fille Nya Lou Traoré est présentatrice aussi à l'ORTM. Il y avait d'autres dont les gens ne connaissent pas forcément les noms. Elles sont venues dans notre maison, dans notre salon, crier « Sortons, sortons, on est en train de tuer nos enfants. Trop, c'est trop. » Les femmes de Badalabougou, Séma. Mais ça trouvait qu'il y avait des poches de résistance un peu partout. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quasiment 5 Badalabougou. Il y a Badalabougou Est, où il y a l'ambassade du Brésil, la maison de feu Soumaïla Sissé Shoprite. Il y a Badalabougou Ouest, la zone Amandine jusqu'au pont des Martyrs. Il y a Badalabougou Séma 1. Il y a Badalabougou Séma 2 qui est la GESCO. Et il y a Badalabougou qui est la zone de Mahmoud Diko. Si on met tout ensemble, ça fait 5. Et quand on parle de Badalabougou, il y a un quartier qui est quasiment collé, qui est quartier Mali. Tous ces gens sont sortis. Donc, ce vendredi 22 mars, autour de 10h, 11h, nous avons décidé de marcher sur l'ORTM de manière spontanée. On a traversé le pont, qui était le pont de Badalabougou et ne s'appelait pas en ce moment pont des Martyrs. On a dépassé le pont. Maintenant, on était au square Patrice Lumumba. À gauche, il y a la station Total. À droite, il y a la bifurcation pour aller à l'ORTM. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui disait Abba Moussa et qui a décidé de plier un panneau stop. Abba Moussa, ça veut dire quoi? Ou bien c'est le nom de la personne? Non, non, non. Abba Moussa, Abba le régime de Moussa. Ok, Abba le régime de Moussa. Voilà. Le monsieur s'est agrippé sur le panneau stop et a voulu le plier au tournant de l'hôtel de l'Amitié. Il y avait même une affiche de cinéma qui était là, parce qu'à l'époque, il y avait une très belle salle de cinéma à l'intérieur de l'hôtel de l'Amitié. Les panneaux stop et l'affiche sont collés. Aujourd'hui, il y a un feu à cet endroit-là. Au moment où il plie, la station toute est à gauche. Au moment où il plie les panneaux, je lui ai dit, mon cher, laisse ces panneaux-là. Moussa ne s'arrête jamais à un stop. J'entends boum, 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 boum. Je n'arrivais pas à comprendre. Subitement, tout le monde a détalé. J'ai voulu rentrer dans Air Afrique. Cet endroit aujourd'hui, c'est un voyage avec un avion presque en forme de statue là-bas. Les gens d'Air Afrique ont fermé leurs portails pour que les marcheurs ne puissent pas venir se mettre avec eux, les envahir. Collé à Air Afrique, c'est la direction générale de l'INPS, Institut national de la prévoyance sociale. J'ai couru pour rentrer là-bas. Mais subitement, la zone où on était, d'où on a couru là, c'est devenu un champ de guerre. Des tirs à l'arme lourde. Et 2 BRDM étaient en train de sillonner les parages, en train de tirer sur les gens. Des grenades à fragmentation. D'autres parlent même de lance-flammes. Mais bref, quand je suis rentré dans l'INPS, j'observais la scène de dehors. Il y a une roquette qui a tiré sur une pompe à essence de la station Shell, par erreur. J'ai vu la pompe à essence. À l'époque, ce n'était pas les pompes électroniques où on programme 15 000 et le carburant vient. Assez souvent, c'était des pompes manuelles. La pompe là a fait plus de 20 mètres en l'air, comme dans un film de Rambo, j'étais témoin. Et sous la pompe, comme c'est du carburant qui est sous la pompe, ça a fait comme une explosion nucléaire en l'air. J'étais stupéfait et paniqué. Au même moment, moins de 5 minutes après, j'entends dans la cour de l'INPS où on s'était blotti en attendant de voir clair, que Awa Sissé Sarah, Awa Sissé est morte. J'ai entendu ça. Le nom de votre maman? Le nom de ma maman. J'ai dit quoi? Ma mère est morte. J'ai couru pour aller à son secours. J'ai vu des blessés en train de se trimballer, des voitures qui font des va-et-vient. Les BRDM étaient encore présents. Donc, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais j'étais convaincu que ma maman était morte. Alors, en ce moment, qui étaient les premiers acteurs, les acteurs de premier plan? Qui avait lancé? On savait que les femmes étaient sorties, mais les mots d'ordre étaient sortis d'où? De qui? Alors, ou bien c'était juste une manifestation spontanée? C'était une manifestation spontanée en ce qui nous concerne à Badalabougou. Très bien. Mais j'ose vous dire que il y a les acteurs clés, les stratèges, les tacticiens de cet événement. Qui sont? Certains sont vivants, d'autres ne le sont plus malheureusement.
Parce qu'après, à la tête, on a compris. Moi, je vous ai dit à l'entame de mes propos que je faisais partie de l'ADEMA Association. ADEMA Association était dans ce combat. Parce que je vous ai aussi parlé, le SNID était de ce combat-là, avec Maître Moutratal. Voilà, Parmi les acteurs, il y avait l'UNTM, qui a déclenché une grève illimitée dans cette zone-là. Parce que dès qu'il y a eu les morts du 22 mars, on savait que ce régime-là ne peut plus résister. Voilà, c'est le même schéma qui s'est passé en Centrafrique 10 années auparavant. C'est-à-dire que pour faire chuter un régime dictatorial, on n'a pas besoin parfois de lire Sun Tzu, l'art de la guerre. Hein. Vous mettez les enfants dehors. On mate les enfants, on tue les enfants, les femmes vont sortir. Et si on touche à la femme d'un Africain, il sortira. C'est le même schéma qui a marché. C'est le même schéma qui a fait tomber Bokassa avec l'opération Barracuda en Centrafrique plus tôt. Parce qu'on trouvera que le bonhomme était un ogre. Voilà, mais ce fait de Badalabougou, 22 mars, quels sont les effets sur vous, votre propre personne? Alors, comme je vous l'ai dit, le 22 mars, ma maman a été atteinte grièvement, au point qu'on a pensé qu'elle était morte. Et quand moi je suis sorti pour la trouver, je ne l'ai pas trouvée. C'est après que son frère aîné, Moustapha Sissé, tonton B on l'appelle, est passé à la maison pour nous dire que votre maman n'est pas morte. Elle est à Gabriel Touré, mais elle est dans le coma. Ma maman s'est réveillée 5 jours plus tard. Elle a passé 22, 23, 24, 25. Elle s'est réveillée le 26 mars au matin. On lui a annoncé que le régime de Moussa est tombé. Elle a fait quoi? C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu 6 dents. Elle avait été défigurée, une partie de sa cuisse et de ses mollets arrachés. En ce moment, la fondation Daniel Mitterrand, qui n'était pas innocente dans tout ça, avait fait venir un avion médicalisé. Mais avant ça, le guide Muammar Kadhafi aussi avait réagi. On a envoyé en Libye les blessés assez graves qu'on ne pouvait pas traiter à l'hôpital Gabriel Touré ou à l'hôpital du Point G. Mais pour le cas de ma maman, ils ont dit que si jamais elle va en Libye ou si elle reste à Gabriel Touré ou l'hôpital du Point G, elle va mourir. Donc ma maman a fait 6 mois de traitement de soins intensifs à l'hôpital Bellois en France. Donc on était déjà veuf, et plutôt on était déjà orphelin de père. Voilà que la maman n'était plus là. Ça a été quasiment un traumatisme pour notre famille. Et à son arrivée, les médecins lui ont interdit quasiment de toucher aux produits chimiques alors qu'elle était teinturière. Donc ça a presque anéanti ses activités. Mais Dieu merci, elle vit bien, elle vit. Nous, ses enfants, on arrive à s'occuper d'elle. Elle ne manque de rien quasiment. Mais ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils ont créé au lendemain de ces événements une association qui s'appelle ADVR, Association des victimes de la répression de mars 91. La gestion de cette association est très opaque parce qu'ils étaient censés la prendre en soin, plutôt rembourser ses frais de traitement, etc., etc. Mais cela ne fut pas fait comme ça aurait dû se faire. Et elle n'est pas la seule dans ces cas-là. Alors, très bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Fait marquant qui retrace les faits macabres, les faits remarquables, notables, saillants de la société. Aujourd'hui, nous parlons d'une date très importante dans l'histoire du Mali, le 22 mars 91, et le cas de Badalabougou, les tueries de Badalabougou. Et sur ce plateau, nous avons monsieur Cheikh El Mokhtar Koné. Il est gestionnaire, consultant, témoin et acteur de mars 91. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, que reprochait-on réellement au régime de Moussa Traoré? Moussa Traoré dirigeait le Mali depuis 23 ans. Mais pour certains, depuis 13 ans, parce que c'était d'abord le régime du CMLN. Hein? La jointe. La junte qui avait pris le pouvoir en 68. Quand ils sont venus, malgré tout ce qu'on disait, les gens les ont applaudis, les vidéos existent même sur YouTube. Donc eux, ils nous ont fait comprendre que
c'était du monopartisme, c'était un président dont la photo était sur les monnaies, un président qui voulait diriger le Mali à sa guise, mais qui, avec le recul, tout le monde l'a compris, avait une vision et qui était panafricaniste de bout en bout. Donc Moussa est venu pour pouvoir incarner un nouvel espoir. Et ce nouvel espoir a été déçu moins de 2 ans après. Parce qu'on a compris que certains militaires sont venus juste pour s'enrichir. Il y a de la documentation partout qui témoigne de ces faits-là. Et même des officiers qui ont écrit. Donc, à un moment donné, les militaires avaient fait des campagnes dans les espaces un peu partout, dans les universités, etc., pour expliquer ce qu'ils sont venus faire et pourquoi ils sont venus au pouvoir et qu'ils étaient prêts à céder le pouvoir. On a compris que c'était un leurre. Et à certains, ils ont dit, vous n'êtes pas obligés de nous croire. Soit vous acceptez ce qu'on fait ou vous vous tenez à carreau. Bref, c'était de la dictature. L'arbre ne peut pas cacher la forêt. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète? C'est-à-dire? Juste une question, est-ce que vous avez cette impression que l'histoire se répète, les militaires au pouvoir? Parce que depuis la nuit des temps, nous avons connu des coups d'État. Non, ce n'est absolument pas le même contexte géopolitique. Je ne peux pas faire d'amalgame entre ces deux faits-là. Non, 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 l'histoire ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas. Non. Très bien. Et nous sommes là à veiller au grain et l'histoire ne se répétera pas. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie et je l'ai dit à l'entame de mes propos, ça a été un combat qui a été mené sur des cadavres. Les Maliens sont conscients et ne se laisseront duper par personne. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très différent où il y a une menace extérieure, nous en sommes tous sûrs, qui est en train de saper les socles de l'existence de notre nation. Donc, pour moi, il faut un sursaut national de tous les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour pouvoir passer cette étape cruciale de la vie d'une nation. Nous sommes encore une jeune nation. C'est comment nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter. Alors, vous avez Absolument. participé, vous avez été un participant aux tueries, pas aux tueries, mais aux manifestations. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Je tiens à vous dire que, personnellement, j'avais eu mon DEF ou BPC, je suis parti en Côte d'Ivoire en 1990. J'avais été charmé par la ville et je savais la nette différence en termes d'infrastructure entre Abidjan et Bamako. Cela m'a révolté. Ça trouvait que ça faisait 22 ans, c'est le même individu qui est au pouvoir au Mali. Ça a fait de moi quasiment un opposant. Je me rappelle être parti dans un marché à Djamé qu'ils appellent là-bas le Black Market. J'ai vu des photos qu'on vendait 150, 250 francs. Et parmi les photos que j'ai vues, il y avait écrit photo de chars maliens pris par l'armée burkinabé. Je dis quoi? Photo de chars maliens? Oui, pris par l'armée burkinabé. J'ai pleuré. J'ai dit, mais la guerre Mali-Burkina, c'est déplorable. C'était la guerre des pauvres, la guerre de la bande d'arrachés. 5 ans après, 1990, les photos sont vendues comme trophées de guerre. Je suis revenu à la maison chez moi à Marcory. J'ai dit à mes amis ivoiriens qui étaient autour de moi, j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi vous vendez des photos qui sont à la limite humiliantes pour le Mali et la nation malienne et l'armée malienne au Black Market là-bas. En plus, c'est le Mali qui avait gagné la guerre, parce que j'étais assez jeune et c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Ceux-là m'ont dit, mais le Mali n'a jamais gagné la guerre. Mali-Burkina, c'est le Burkina qui a gagné. Je me suis chamaillé avec eux tous. C'était comme un sursaut de patriotisme pour moi. Je ne leur adressais plus la parole à mes amis de Marcory, à Abidjan là-bas, parce qu'ils m'ont dit ça et j'ai trouvé ça humiliant. Donc, depuis ce jour-là, moi, personnellement, j'étais furieux contre le régime dictatorial qui était là. Je me suis dit, il faut que ça change. Mais les gens, à mon avis, d'autres acteurs plus avisés pourront vous donner des avis plus tranchés. Moi, j'étais jeune. Je pense à Alpha Omar Konaré, qui est là, qui est vivant. Je pense à Alinou Diallo. Je pense à
Maître Hamidou Diabaté, je pense à Maître Drissa Traoré. Ceux-là, c'était les acteurs clés, les stratèges de ces choses-là. Je pense évidemment à Oumar Mariko, à Moussa Bala Diakité, qui était son adjoint dans ces mouvements-là. Oui. Mais il se disait que le combat, c'était pour le multipartisme. Le combat, c'était pour la liberté d'expression. Le combat, c'était pour le pluralisme politique. Le combat, c'était pour la démocratie. Donc, en expliquant cela à Moussa Traoré, il va acquiescer dans leur sens et il y aura cette ouverture-là. Mais malheureusement, après avoir dirigé une nation pendant 23 ans, on se croit au sommet d'un piédestal et on ne veut pas souffrir de la moindre contestation. Oui. C'est propre au Bambara. C'est déjà arrivé à Ségasso. Il aurait été Peul, il aurait eu le système, je veux dire, la géniale idée de contourner, comme l'a fait Adema, comme l'a fait Mobutu à cette période, comme l'a fait Omar Bongo. On dirait vous avez l'histoire de l'Afrique. Bon, plus ou moins. Alors, 30 ans après, aujourd'hui, 30 ans après, qu'est-ce qui reste de l'idéal de cette lutte démocratique? 30 ans après, moi je trouve que les jalons ont été posés, mais la continuité n'a pas été faite. Quand je vois que le pont de Badalabou a été rebaptisé le pont des martyrs, je trouve qu'il y a eu un régime qui en a fait. Quand tu descends de ce pont des martyrs et que chaque 26 mars, on vient de poser une gerbe de fleurs devant cette maman qui pleure son enfant pour dire que c'était les enfants qui ont joué le rôle clé, les catalyseurs. Je suis content et fier de ce régime qui a fait ça. Parce qu'on vient de poser chaque fois des gerbes de fleurs là-bas, le 26 mars. Quand je vois qu'il y a un carré des martyrs à Niaré là, avec le nom des victimes, je suis content. En plus de la pyramide des souvenirs, qui est contiguë au monument dédié aux martyrs de Mars. Il y a même un stade de football consacré au 26 mars. Tout à fait. Donc tout ça, ça a été des jalons qui ont été posés il y a une vingtaine d'années. Mais et après, c'est presque devenu un fait divers. À mon avis, ça doit être enseigné à nos enfants, dans nos écoles. Parce que moi, j'étais jeune, je me suis intéressé. Ma maman a été victime, notre famille a été éplorée. Je me suis intéressé à ça. Combien de Maliens ont déjà visité la pyramide des souvenirs pour pouvoir en apprendre? Donc si le gouvernement actuel ne met pas ça dans les programmes éducatifs, au lieu d'aller imposer à nos enfants d'apprendre Napoléon Bonaparte et Waterloo, tôt ou tard, ça ne restera qu'un fait banal. Alors que si ceux-là sont heureux de diriger le Mali, alors que c'est un fait marquant, bien entendu, c'est qu'on est passé par cette étape-là. Et Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Et ça, on en a besoin au Mali. Et pour moi, ce qui devrait être fait et qui doit être basique, c'est d'enseigner l'histoire récente du Mali, l'histoire contemporaine du Mali. Sundiata, on l'a appris, hein, la bataille de Kirinas, Maoro, tout. Mais je ne dis pas d'occulter. Et maintenant, l'histoire contemporaine, ce n'est pas là, malheureusement. J'aimerais aller un peu en arrière. Comment est-ce que cette date vous a propulsé en avant? Votre personne. Comment est-ce que ça vous a aidé à aller en avant? Comment est-ce que les effets que ça a eu sur vous, comment est-ce que ça vous a aidé de façon positive ou négative? Alors, je suis très fier de ma famille. Je suis très fier de ma maman. C'est la baraka, elle est là. C'est la baraka seule qui fait qu'elle se retrouve parmi nous. Parce que le jour où je vous ai dit, moi j'étais là quand on l'a tiré sur elle. En tant que croyant, en tant qu'homme de foi, moi, je m'en remettais à Dieu. Pour moi, ma maman était décédée. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc pour moi, nous avons payé, nous, Badalabougou, les prix chers pour cet avènement-là. Et j'ai dit que on l'a reconnu avec tout ce qui a été fait. Mais cependant, ça doit être enseigné
dans nos écoles pour que tout le monde le sache. Parce qu'à un moment donné, il y a une rupture et je crois que cette rupture a commencé. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, Badala Bougou, je vais revenir sur le cas spécifique de Badala Bougou. 30 ans après, le visage du quartier, comment ça y est? Alors, Badala Bougou, ce fut la première cité administrative qui a été faite par le président Modibo Keïta. Nos parents venaient des études en Union soviétique, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, etc. À Badala Bougou, il y a une rue Air Mali pour les cadres de cette boîte. À Badala Bougou, vers le palais de la culture, il y a une rue qui est pour les diplomates. Il y avait une rue pour la Sonarem, la société d'exploitation minière. Donc chaque société d'État avait ses cadres à Badala Bougou là. Badala Bougou, c'est une cité qui a été construite à l'époque à l'image des cités européennes. Donc tous les premiers fils qui, à l'époque du vivant du papa, avaient eu la possibilité de se prendre en charge ont quitté les quartiers. Badala Bougou maintenant est presque devenu pour moi un quartier fantôme. Moi, quand je me promenais à Badala Bougou, il y a 20 ans, bonjour tonton, bonjour tanti. Maintenant, si moi je pars, c'est les jeunes frères, parce que c'est soit le Benjamin ou l'aîné qui est dans la famille, c'est à moi qu'on dit maintenant bonjour tonton, ou etc. à mes soeurs bonjour tanti. Donc les acteurs sont en train de disparaître de plus en plus. Malheureusement, c'est un fait de Dieu. Les rares tontons qui sont là ne sont plus opérationnels, sont à la retraite depuis 20 ans. Les rares mamans qui sont là-bas aussi sont à la retraite depuis 20 ans. Donc, j'ai l'impression que la mémoire s'efface de plus en plus et cela est dommage. Et qu'est-ce que nous devons faire? Je l'ai dit à deux reprises. La répétition est pédagogique. Comme je suis enseignant, j'estime que ce pan de l'histoire est occulté dans les manuels scolaires. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, c'est de l'apprendre à tout le monde. Et même que les écoles organisent, comment dirais-je, des caravanes dans la semaine du 26 mars pour aller montrer le pont, pour aller montrer le stade du 26 mars et expliquer l'histoire de Badala Bougou à travers ça. C'est important, c'est pertinent. J'espère que cette émission va mettre de l'eau dans le moulin dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Djoliba TV News. Nous tirons vers la fin de cette émission. C'est l'émission Fait marquant, comme vous pouvez le voir ici. Alors, nous allons donner la parole à notre invité pour peut-être ses derniers mots, Monsieur Koné, mot de la fin. D'accord. J'insiste et je tiens à présenter cet ouvrage qui a été fait par l'émérite journaliste Mme Djouara, aujourd'hui membre du CNT, et une photographe qui s'appelle Oumou Traoré. Et ces documents relatent ces événements-là. J'ai beaucoup insisté en parlant sur ma mère. Elle se retrouve dans ces documents-là, ici, à la page 83, je crois bien. Awa Sissé, la teinturière de Badala Bougou. Donc, je rends hommage à la dame qui a eu le courage d'écrire cet ouvrage-là. Notre maman. Dictionnaire des femmes célèbres du Mali, Adamba Konaré. Elle a pris le devant. Il y a beaucoup de ces actrices du 26 mars dont j'ai cité certains noms qui se retrouvent dans ce dictionnaire des femmes célèbres. Je vous invite à les lire pour en savoir davantage. Mais j'invite aussi, et vous me donnez l'occasion d'écrire ce pan de l'histoire, les films, les événements. Donc moi-même, je vais m'y mettre pour cette écriture-là. Vous allez vous essayer à l'écriture. Absolument, et contacter le maire et les directeurs de l'école Goundo Simaga de Badala Bougou pour qu'on puisse organiser une caravane au jour d'anniversaire du 22 mars pour pouvoir expliquer à la jeune génération le rôle clé que Badala Bougou a eu à jouer pour l'avènement de la démocratie en République du Mali. Alors, Monsieur Mokhtar, merci. Mokhtar Koné, bien sûr, nous tenons à vous remercier d'avoir participé à ce débat sur le plateau de Fait marquant. Merci beaucoup, cher ami.
à nous revoir. Merci Ou à la beaucoup. prochaine pour une autre émission. Pour si une vous autre souhaitez. émission, on se revoit. Vous êtes à notre disposition pour des éventualités. Absolument. Alors, mesdames Si et je peux messieurs. vous être utile, n'hésitez pas à me faire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Koné, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News. C'était fait marquant. Cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien.